Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ici sur Facebook en direct aux Journées cinématographiques de Carthage avec le réalisateur Salem Brahimi. Bonjour Salem. Bonjour. Ça va? Très bien. Le soleil est au rendez-vous? Absolument. Ça fait combien de temps que vous êtes arrivé là? Ça fait 2 jours, enfin je suis arrivé avant-hier. Avant-hier. Ça se passe bien? Ça se passe très très bien, ouais. C'est j'ai un festival que je connaissais de renom, mais que je n'avais pas pratiqué personnellement. Ouais. Et j'avoue que je suis très très agréablement surpris, enfin pas surpris, parce que je sais que c'est un bon festival. En revanche, j'avoue que je suis assez charmé par le festival et que le public surtout est assez extraordinaire. Et qu'est-ce que ça fait quand on est cinéaste de participer au 50e anniversaire de l'événement qui, on rappelle, est le premier festival de cinéma panafricain et panarabe. L'émotion, quelle est-elle? Alors il y a une émotion, d'abord il y a une admiration peut-être d'avoir en fin de compte une genre de vision culturelle qui fait que ça fait 50 ans que ça existe, Ouais. c'est pas rien, donc déjà un genre de respect. Il n'y a pas tellement d'ego là-dedans en disant je suis dans le 50e parce qu'en fin de compte c'est les hasards du calendrier d'un film, donc ça je n'en pense rien. Non, c'est assez admiratif pour ce que ce festival a fait, en lui souhaitant évidemment d'être là pendant encore 50 ans et encore 50 ans et ainsi de suite. Ouais. Et surtout, non, ce qui est assez émouvant, c'est peut-être d'avoir cette double. Quand on est maghrébin, surtout, peut-être Ouais. ça parlera moins à des gens qui sont d'Afrique et seulement d'Afrique, ou du monde arabe et seulement du monde arabe. Quand on est maghrébin, on est africain et arabe à la fois. Et donc, avoir un espace double, où en fin de compte, on a ces doubles résonances en tant qu'Africain et arabe, les trouver dans les films, les trouver dans les rencontres, simultanément, c'est génial. Il y a quelques petits travaux qui commencent à côté Voilà. des Journées cinématographiques de Carthage, mais on va quand même continuer, Salem. Alors vous êtes ici pour présenter votre film qui s'appelle Demain, qui s'appelle Et maintenant ils peuvent venir, pardon, j'ai vu tellement de films, vous voyez, comme vous, Salem. Demain ils peuvent venir, vous revenez sur une période sombre de l'Algérie, on est à la fin des années 1980, le socialisme se meurt, il y a l'islamisme importé d'Afghanistan qui arrive, et vous avez choisi l'histoire d'une famille, celle de Noureddin, incarnée par Amazir Kateb, et c'est Yasmina, son amour, hein, qui est porté à l'écran par Rachida Brakni. D'abord peut-être l'histoire quand même, parce que vous êtes cinéaste avant tout, et c'est vrai qu'on vous pose souvent des questions du type quel est le message, etc. Mais l'histoire d'abord, pourquoi avoir choisi l'intime pour parler de cette période sombre? Parce que, alors d'abord, c'est bête à dire, mais d'abord, c'est l'adaptation d'un très beau roman d'Alaskri Medlal Ouais. qui s'appelle Maintenant ils peuvent venir. Et d'abord, c'est un beau roman, une belle histoire. Point. Il est co-scénariste, hein, d'ailleurs. Il est co-scénariste Ouais, du film, ouais. tout à fait. Donc d'abord, c'est une belle histoire, point. Et ensuite, je pense que ce que j'ai beaucoup aimé, justement, c'était le fait que peut-être, enfin, c'est pas peut-être, je sais que de manière intime et personnelle, j'avais un besoin de regarder la décennie noire. Mais je savais aussi que j'avais envie de faire par le biais de l'intime pour une raison simple. J'ai déjà fait des documentaires, mais les documentaires forcent un regard parfois transverse, factuel, poser les choses de manière aussi, large, voilà, ouais. et de manière très large. Et le problème, c'est quand on parle, par exemple, de la décennie noire, de 200 000 victimes, et ben 200 000 victimes ne fait pas se rendre compte que c'est pas 200 000 victimes, c'est une victime, et une famille, et une tragédie, tuée à la main par quelqu'un quelque part, et encore une, 200 000 fois. Donc parfois, il y a une froideur et dans une vision transverse, aussi intelligente et nécessaire soit-elle. Et j'avais besoin de donner un visage aux victimes. Donc ça veut dire qu'au lieu de raconter 200 000 personnes, on en raconte une. Une fiction. Voilà. Et donc c'est la fiction Ouais. qui était le moyen. Et aussi parce que je pense que le terrorisme et l'aventure collective de nos pays, que ce soit passé en Algérie ou actuel même avec les printemps qui sont parfois un petit peu hivernaux, les printemps arabes, le terrorisme, mais aussi toutes les conséquences sociétales sont vécues de manière très concrète et quotidienne par des familles, par ce des que ça gens. C'est engendrait. vécu dans la maison, c'est vécu dans les rapports, c'est vécu dans la pression qu'on a entre l'extérieur et l'intérieur, entre l'intime et le public. C'est vécu comme ça. Ça veut dire quoi? C'est un tabou quelque part encore aujourd'hui, diriez-vous, cette décennie noire, c'est pas trop comment appeler, certains disent guerre civile, ça fait bondir aussi les Algériens quand on dit guerre civile, qui préfèrent bien entendu terrorisme à juste titre, ils en ont été les premières victimes en tous les cas dans notre période contemporaine. Tabou, diriez-vous? On est dans la zone grise. Ouais. Est-ce qu'on est dans un tabou total et absolu? Non. Est-ce qu'on est dans quelque chose de fluide où on en parle tranquillement, sereinement et voilà, de manière très transparente? Non plus. Je ne sais pas trop définir, je ne sais pas quel est le mot qui conviendrait pour décrire notre rapport à ça. Je pense qu'il y a une genre de dualité dans le rapport à la chose, là, peut-être même plus qu'une dualité. Le premier aspect,
il y a une douleur qui fait qu'il y a une genre de pudeur, de ne pas vouloir revenir sur des choses qui font mal. Et ça, c'est pas de l'ordre du politique, c'est de l'ordre de l'intime. Ouais. C'est quelque chose où on est allé tellement loin dans la barbarie qu'on n'a pas tellement envie de regarder ça. C'est de l'ordre de la douleur, du souvenir terrible, du trauma, de la honte, de ce qu'on veut, mais c'est quelque chose comme ça. Donc ça, c'est très humain et naturel et compréhensible, et voilà. Ensuite, il y a un autre type de silence qui se pose, c'est le fait que quand on veut regarder sur l'avenir, on peut parfois un peu trop vite se dire que si on décide par exemple d'aller dans une démarche collective, et il y en a eu en Algérie avec une corde civile, de dire le pardon, ça veut dire qu'il ne faut plus en parler. Faire du passé table rase. Voilà, faire du passé table rase. Ouais. Je ne pense pas que ce soit vraiment une très bonne idée, parce qu'en fin de compte, la beauté du pardon, la grandeur du pardon, ne se fait pas sans mémoire. Parce que s'il n'y a pas de mémoire, on n'a rien à pardonner parce qu'on l'a oublié. Donc ce qui rend le pardon beau, c'est justement le fait de chérir la mémoire, enfin de la chérir, en tout cas de la conserver précieusement, de chérir peut-être la mémoire de nos victimes. Pour éviter de reproduire aussi les mêmes erreurs. Et je pense que c'est tuer les victimes une deuxième fois que d'aller vers l'oubli. Donc voilà, donc on a dans cette zone grise qui est à la fois sociétale, qui n'est pas forcément politico-politicienne, elle est sociétale. Donc il y a une vraie pudeur, une vraie difficulté. Et ensuite, on parle de cinéma. Ouais, alors justement, c'est là où on en vient. Pas mal des films que j'ai visionnés avant de venir ici aux Journées cinématographiques de Carthage adoptent votre démarche, en fait, à savoir on part de l'intime pour nous raconter la grande histoire. Les Tunisiens, par exemple, reviennent sur le départ de Ben Ali et la révolution pour faire le point entre guillemets, mais à travers, pareil, des histoires de jeunes, d'amitié, de famille. Il y a aussi les rapports familiaux qui sont souvent abordés, notamment dans Eddie, le film qui a valu d'ailleurs à l'acteur Maj Mastoura l'Ours d'Or à Berlin. C'est ce rapport, par exemple, entre l'homme et la femme. On le voit dans votre film, entre Nordine, sa mère très présente, avec son amour aussi, et avec sa fille, en fait. Les trois femmes de sa vie, elles sont... Là, on est dans... On pourrait dire qu'on est dans une recherche de compréhension de la condition de l'homme. On parle souvent de la condition des femmes à juste titre, qui n'est pas enviable dans cette région du monde, mais pas seulement. Pourquoi est-ce que vous avez voulu vous partir de cet homme et de ses relations avec à la fois sa mère, son époux, enfin son amour et sa fille? C'est une question très complexe, mais c'est vrai qu'elle est au sens, je pense, j'ai pas vu Head, mais il paraît que c'est un film magnifique, donc j'enjoins tout le monde à aller le voir, parce que vraiment j'en ai entendu que des bonnes choses depuis que je suis arrivé et même avant. Donc, et il semblerait effectivement qu'il y a ce souhait différent et similaire de regarder la dynamique d'une famille, la dynamique de l'intime, les rapports aux autres, que ce soit copains, amitié, amour, famille. Je pense aussi que c'est peut-être qu'on est une génération qui à la fois avons biberonné du cinéma étranger, américain, français et autres, à la fois pour des raisons différentes. Je ne vais pas parler pour la Tunisie, je parle pour l'Algérie, on a aussi un creux de cinéma durant la décennie noire justement, et que donc peut-être que tout le monde a envie un peu de raconter, c'est-à-dire à un moment de voir des personnages qui nous ressemblent, avec nos contradictions, avec nos problèmes familiaux, c'est-à-dire qu'un problème d'un couple à New York, aussi intéressant soit-il et aussi beau soit-il, avec Georges Clooney, je sais pas qui, c'est pas nous. Alors on trouve ça très intéressant, mais à un moment je pense qu'on a vraiment besoin, je pense que le cinéma aussi sert, c'est un miroir, ça sert à se regarder. Se réapproprier l'image, peut-être le poids de l'image. Oui, on va revenir sur ce poids de l'image, mais peut-être d'abord Laimon Matland sur Facebook qui nous dit et qui s'adresse à vous, pensez-vous que ressortir l'image du terrorisme à ciel ouvert à travers le cinéma, ça va réduire l'ordre de la barbarie, de la peur, de l'échelle des crimes organisés par les réseaux terroristes? Là, pour le coup, c'est une question à la fois d'histoire, mais aussi d'actualité. C'est une question très difficile. Je pense c'est toujours très dangereux quand le cinéma se donne une mission. Ouais. Parce qu'on est dépositaire de rien, qu'on n'a pas une mission et que je pense qu'il faut rester déjà fidèle à l'histoire qu'on a envie de raconter. Et que le spectateur a un libre arbitre aussi. Et voilà. Ouais. Donc dès qu'on met un film dans un rôle en disant voilà, on va changer le monde, on va résoudre les questions de terrorisme, on va en tout cas contribuer à les résoudre, etc. Je pense que c'est dangereux. Donc la réponse courte serait non. Et c'est un non avec un immense mais. Bien sûr. Le non mais, c'est que bien sûr, je pense qu'il y a une manière quand même d'enlever de la traction. De l'attraction, un seul mot, et de l'attraction dans le sens d'une traction Citroën, une traction au terrorisme. Et le fait est que je pense que le terrorisme, c'est aussi une histoire que les organisations terroristes, que les organisations politiques qui soutiennent le terrorisme racontent. Elles racontent une histoire, il y a une narration. Et c'est important de contrer cette narration par une autre narration, par le cinéma et par d'autres moyens, des livres, des pièces de théâtre, enfin ce qu'on veut. Donc, dans ce sens-là, oui, il y a un vrai rôle et la question est très très pertinente et très gênante, parce que d'un côté, il faut bien être humble et dire que le cinéma ne va pas donner le mandat de changer les choses. À la fois, il est vrai qu'intuitivement, chacun, avec nos films, on essaye aussi de proposer une autre narration. On ne dit pas qu'on a raison, on a tort, mais peut-être qu'on enlève un tout petit peu de force ou qu'on enlève un peu de l'imaginaire fantasmé
de l'épopée héroïque du terrorisme pour un jeune qui croit que c'est une épopée héroïque. Et d'ailleurs, pour compléter la question de notre internaute, on pourrait vous demander aussi, le rôle, à la limite, il est peut-être pas tant de dire ça va réduire les envies de radicalité de certains autres, mais c'est aussi de replacer certaines choses dans leur contexte. Vous, par exemple, il y a la question sociale qui est très présente dans votre film. On voit la grève, on voit les usines, et de dire qu'au fond, un extrémisme remplace aussi un vide. Et c'est le cas d'ailleurs en Europe aussi. C'est la question, vous avez tout à fait raison, et c'est la question qui est, je crois, assez inconfortable pour nous tous. C'est-à-dire que, en vérité, prenez par exemple, je prends un exemple algéro-algérien, parce que ce film est algérien, il parle d'Algérie, mais je crois que ça peut se dupliquer. Comparaison n'est pas raison, mais ça peut se dupliquer. D'un côté, bien sûr qu'on n'approuve pas le projet islamiste. Évidemment que la barbarie dans laquelle on a basculé est quelque chose qui, simplement, sur le plan humain, sur le plan de l'humanité, est intolérable. Toutefois, il faut aussi dire que durant certaines années, celui qui était prêt à aller en prison pour dire au pouvoir qu'il était corrompu, c'était l'islamiste. C'était pas le démocrate du Café de Flore. Ils ont fructifié ça dans les urnes d'ailleurs. Bien sûr, bien sûr. Donc ils ont, je pense qu'ils se donnent la légitimité de Dieu, ils n'ont pas, Dieu ne leur a pas donné un mandat, c'est une usurpation, et de ce côté-là, ils ont une légitimité qui est parfaitement usurpée. Mais ce qu'ils décrivent souvent dans la société, ils n'ont pas sorti de leur chapeau, et ils ont eu à des moments clés dans nos histoires le courage de pointer des insuffisances de nos systèmes qui existaient, et par moments ils étaient les seuls à le faire. Et cette légitimité-là, ils l'ont. Ils ont peut-être pas celle de Dieu, mais ils ont certainement celle d'opposants qui ont fait un travail d'opposants, qui ont pris des risques politiques d'opposants pour le faire. C'est très inconfortable de le dire, mais il faut bien l'admettre. Il faut bien admettre que c'était aussi ça. Donc oui, évidemment, quand je reviens à mon film, évidemment qu'il y a le délitement de l'État, évidemment qu'il y a la chute du socialisme, l'absence de modèle, la mal-vie, comme on dit, j'aime pas beaucoup ce terme, mais pour aller vite. L'absence d'avenir peut-être. L'absence d'avenir, de rêve en tout cas. Ouais. Et il faut avouer que autre chose, c'est que l'islam fait partie de notre substrat culturel. Donc je comprends très très bien qu'un homme politique se serve du substrat culturel quel qu'il soit. Qu'il a pensé même comme un refuge. Voilà. Ça c'est tout à fait normal et naturel. C'est aux hommes et aux femmes qui font la politique de créer d'autres propositions par la politique et par la culture pour justement créer une autre proposition. Donc il n'y a pas que l'illégitimité dans le sens où le substrat de l'islam, il est enraciné dans nos sociétés, on ne peut pas nier qu'il est là, et c'est une référence, on ne peut pas le nier. On ne peut pas nier qu'ils ont eu une vie d'opposants et ils ont agi comme des opposants. Le problème, c'est qu'ensuite, ils ont évidemment basculé dans des choses, ils se sont appropriés quelque chose qui n'a pas fait un tout le monde, qui est la religion. Ils ont dit, on est les dépositaires, on est les propriétaires, c'est à nous. Et ça, non, c'est pas vrai. Ils ont prétendu avoir une légitimité qui était dérivée de Dieu, ce n'est pas vrai non plus. Et ensuite, ils avaient un projet qui exclut une partie de la population, et ça, c'est acceptable. On va commencer à conclure l'entretien, mais juste un mot sur les deux acteurs principaux, Amazir Kateb, chanteur de Gnawa Diffusion, et donc acteur qui est formidable, et Rachida Brakni. Comment vous avez décidé de les associer? On a envie de vous dire bravo, parce que c'est réussi. Merci beaucoup. En tout cas, j'ai eu beaucoup de chance de les avoir tous les deux. Et en fait, c'était des chemins de traverse toujours. Autant Rachida, il y avait une genre de limpidité, et en fait, parce que c'était limpide, en fait, il y avait la même chose pour les deux. C'est-à-dire que Rachida, elle est tellement talentueuse, elle a tellement de registres en tant qu'actrice, tellement d'expérience, tellement de générosité, c'était un choix évident. Le problème, c'est qu'on se méfie toujours de ces choix évidents. Donc on se dit, tiens, je vais me laisser le temps d'aller penser à autre chose pour en fin de compte revenir à l'intuition première qui était elle. Et Amazir, c'était exactement pareil. En fait, je l'avais interviewé lors du Festival panafricain d'Alger en 2009. Et quand on a commencé à parler avec Michel Gavras, la productrice du film, d'adapter le roman, elle m'a dit qui pour jouer le rôle principal. Et j'avais l'interview devant moi, je dis lui. Et elle m'a dit, mais il n'est pas comédien. Je dis oui, mais je sais, mais quand même. Et donc on s'est dit, bon, il faut quand même aller faire le tour un peu, voir un peu qui est là. Et puis en fin de compte, on est revenu exactement pareil. Donc on a fait un tour du pâté de maison pour rien, pour être exactement au même point que l'intuition première. C'est une intuition qui a marché, et je pense, je la dois, enfin c'est une intuition oui, mais c'est aussi deux grands comédiens. Votre film est en compétition, on vous souhaite d'obtenir le prix de la première œuvre, le prix Tar Chalia, qui est le fondateur de ces journées cinématographiques de Carthage. On précise aussi qu'on va bientôt pouvoir voir votre film le 11 novembre au Festival franco-arabe de Noisy-le-Sec, près de Paris, parrainé par Costa Gavras, c'est bien ça? Tout à fait. Vous y serez, j'imagine? J'y serai, voilà, si on a des internautes qui sont dans la région parisienne le 11 novembre, n'hésitez pas à aller voir
Et maintenant, ils peuvent venir film à voir absolument si on veut avoir encore une fois, non pas une réponse, mais en tout cas des clés de réflexion sur cette période sombre de l'Algérie, à travers une fiction qui est vraiment poignante et bouleversante avec un jeu d'acteurs donc formidable. Merci beaucoup, Merci Salem à vous. Boumraoui. Merci à vous. Et merci à vous donc d'avoir participé. C'est historique au premier Facebook Live de l'histoire de Maghreb Orient Express. Voilà, il faut une première à tout. Il y en aura d'autres promis d'ici la fin de ces journées cinématographiques de Carthage.